je prends plaisir à faire ce que je fais, pas pour moi. Et je pense que c'est ce qui a toujours guidé ce que je fais et j'espère qu'il me guidera toujours. C'est parce que je veux pouvoir aider les autres. Je veux pouvoir avoir... Si quelqu'un me dit, parce que tu as partagé mon produit et que j'ai eu un client, après ça, j'ai tout gagné. Tu vois? Bienvenue dans Coulisses. Pour ceux et celles qui en ont marre des discours policés et veulent en apprendre plus sur les réalités de l'entrepreneuriat. Bienvenue dans Coulisses, la conversation qui vous emmène dans les réalités des meilleurs entrepreneurs et créatifs de l'Afrique. Aujourd'hui, je suis avec l'une des plus grandes blogueuses culinaires en Afrique, Yasmine Fofana. Merci pour ça. Comment vas-tu? Je vais bien, je ne m'attendais pas à ça. C'est toujours mieux les surprises, hein? Effectivement. Yasmine Fofana, je la décris comme la chercheuse qui documente les réalités culinaires, les cultures culinaires en Afrique. C'est mon point de vue de fan et je pense que vous allez la découvrir ce qu'elle vit réellement avec ses 160 000 abonnés, ou moins en tout cas, Amen. 100 000. Écoutez, quand j'ai voulu commencer cet épisode, j'ai demandé à Yasmine comment est-ce qu'elle voudrait que je la présente. Comme une créatrice de contenu, comme une influenceuse, comme une blogueuse. Elle a dit oui à tout, sauf à influenceuse. Pourquoi ? Alors, non influenceuse parce que je trouve que le terme, il y a une connotation péjorative qui est attachée aujourd'hui, malheureusement. Et il a été tellement utilisé qu'il est galvaudé. Donc, je ne préfère pas ce terme-là pour plusieurs raisons. Je pense qu'on ne va pas s'en sortir, mais vraiment de façon aussi, je pense, en toute humilité, moi-même quand je regardais certains comptes ou certaines personnes que je considérais comme des influenceurs qui ont vraiment un impact sur le day-to-day des gens ou leur façon, leur habitude de consommation et compagnie, je ne pense pas que je sois une influenceuse, mais c'est vrai que certaines personnes me disent grâce à toi j'ai découvert tant, grâce à toi mon business a pris tant, donc je n'aimerais pas. Mais si ce terme revient à chaque fois, pourquoi pas? Mais vraiment, pour plusieurs raisons, je ne préfère pas qu'on m'appelle une influenceuse. Pour moi, il y a vraiment une sorte de outcry, une gêne énorme aujourd'hui par rapport au terme d'influenceur. Ouais. C'est devenu, certes, une aspiration pour beaucoup de personnes qui auront tendance à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour être appelées ainsi. C'est ça. Ce qui va donner lieu à des actes pour lesquels peut-être toi tu ne t'engages pas ou dans lesquels tu ne te reconnais pas. Mais au final, on peut revenir à la définition même de ce qu'est influencer. C'est comme tu l'as dit, pouvoir avoir un impact sur le comportement d'achat de quelqu'un ou tout simplement son comportement de tous les jours. C'est vrai. Moi, par exemple, les moments où tu m'as influencé, c'est lorsque j'ai vu ton contenu et automatiquement après, tu as dicté ce que j'allais manger après. Tu vois. Donc, personnellement, je vais au-delà de l'apparence de ce que les gens disent pour regarder la définition elle-même. C'est vrai. Mais on ne va pas s'arrêter sur la question des influenceurs. Je trouve que ça va couler un peu trop d'encre. C'est ça, en fait, je pense que c'est ça qui me dérange. C'est trop de choses. Mais tu sais, dès qu'il y a de la célébrité, de l'argent quelque part, ça devient très messy. C'est ça. Et c'est l'industrie créative, je pense, de façon générale. Parce que tu peux être chanteur, artiste, influenceur, tout ce que tu veux. Dès qu'il y a l'argent, dès qu'il y a ce qu'on appelle les vanity metrics qui vont avec, on a tendance ça part un peu dans tous les sens. Et il faut, je pense, vraiment garder la tête sur les épaules parce que tu peux penser que tu es arrivé, comme on dit chez nous, alors que non. Pas du tout. Et donc, ça devient compliqué. Et donc, je préfère rester loin de tout ça. Mais tu sais quand même, pour quelqu'un qui te voit de l'extérieur, qui te voit gérer cette communauté de plus de 100 000 personnes, on a l'impression que voilà, tous tes problèmes sont réglés. Bon, la manière dont tu ris, ça me... Je suis désolée. Mais ce que je veux dire, c'est quelles sont les réalités de créer du contenu pour autant de personnes au quotidien? Alors, je ne fais pas de différence. Je ne fais pas de différence entre créer du contenu pour 10 personnes
comme créer du contenu pour aujourd'hui plus de 100 000 personnes. Je pense que quand on parle de création de contenu ou même de présence sur les réseaux sociaux, le terme qui revient énormément, c'est l'authenticité. Donc je pense et j'espère, en tout cas les gens me diront, avoir été la même depuis ces 11 dernières années bientôt. Et c'est ça. Donc je ne fais pas de différence. Et pareil pour le contenu en termes de contenu sponsorisé ou de contenu qu'on dit organique. Si tu regardes mon contenu, tu ne pourras pas savoir. Parce que je ne veux pas faire cette différence-là, en fait. Pas que j'essaie de cacher, mais ça doit pouvoir couler de source. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je choisis certains partenariats et pas d'autres. Parce que je ne veux pas que ce soit... C'est vrai qu'on a besoin d'argent et c'est très important et je sais qu'on en parlera. Mais je veux pouvoir rester vrai et puis pouvoir être à l'aise avec ce que je fais, en fait. Ouais. Vraiment, ça, c'est important. Et on en discutait la dernière fois, d'ailleurs c'est la première fois que je la rencontre en vrai. Mais la dernière fois qu'on a discuté c'était au téléphone, on n'a pas eu l'occasion de se voir. C'est vrai. On a eu une discussion comme si on était là. C'est vrai. Et tu m'as parlé du fait que pendant très longtemps, tu n'as pas voulu assumer que c'était ça maintenant ton travail. Ouais. Pourquoi ? Parce que, alors on a tendance, surtout en Afrique sous nos tropiques, à rabaisser le blogueur, le créateur de contenu, l'influenceur. En tout cas, dès que tu fais quelque chose qui ne rentre pas dans les codes, on attend, c'est ça. Et je me souviens tellement de quand j'ai commencé le journal d'une foodie il y a 11 ans, c'était... tu fais quoi même? C'est ton petit blog là, tu vois. Et j'ai été YALI, donc Young African Leaders Initiative du président Obama. Et je me souviens que il y avait une photo qui avait circulé sur un site internet connu de la Côte d'Ivoire. Et j'ai des amis qui m'ont appelé, mais c'est ton petit blog là qui t'a envoyé là-bas? Tout de suite. Donc j'ai dit oui. Et donc voilà, on a vraiment tendance, pour revenir je digresse, mais pour revenir à ça, on a vraiment tendance à rabaisser. Et quelque part, j'avais du mal parce que je me dis, bon, je suis quand même intellectuelle, pas que je rabaisse moi aussi, mais j'ai toujours vu comme une passion. Et jusqu'à présent, ça l'est. Donc je ne le considère pas comme un travail, en toute honnêteté, même jusqu'à présent. Et pourtant, c'est énormément de travail. Mais je ne le considère pas comme ça. Donc du coup, voilà, je me dis, j'ai un bachelor, j'ai un master, j'ai été manager, j'ai géré des équipes, et je me retrouve à faire que ça. Donc ça a pris du temps, et je le décris vraiment terre à terre comment je le vivais pour que les gens comprennent, mais ça a pris du temps pour que I own my story en fait, parce que mine de rien, la façon dont les choses se sont déroulées, c'est énorme ce que j'ai gagné professionnellement, personnellement, en termes de rencontres, d'investissement sur ma personne qui a été fait, comme le YALI, comme le Chevening, toutes ces bourses et recognition, comment on dit, reconnaissance internationale. Et je me dis, en fait, il ne faut pas minimiser ce que tu fais. Et donc voilà, c'est ça. Pour répondre à ta question, ça a pris du temps. Mais maintenant, je suis fière de dire que je fais ça. Parce que je sais au fond que c'est pas que tu vas au resto, tu prends des photos. Ça n'a rien à voir. Ça c'est quoi? C'est 10% de ce que je fais. Donc ouais, ça a pris du temps, mais voilà. Je suis très contente que tu en sois arrivée là, parce qu'au final, dès le moment où tu assumes là où tu es en mesure de faire des choses encore plus grandes, encore plus incroyables. Et justement, quand tu parlais du fait que les gens ont tendance à minimiser, que ça ne se résume pas, ton travail ne se résume pas à aller prendre des photos dans un restaurant, est-ce que tu peux nous parler de ton processus créatif? Bien sûr. Alors, il prend différentes formes en fonction du contenu que j'essaie de créer ou du projet ou de la collaboration. Donc, vraiment, dans le day-to-day, à la base, c'était vraiment, quand j'ai créé le journal d'une foodie, c'était comme un journal de bord, d'endroits que je découvre et que je partage. Parce que, vraiment, pour revenir en arrière et pour vraiment situer dans le contexte, j'ai créé le blog, donc le premier blog culinaire de Côte d'Ivoire, parce que c'était pour moi, d'abord, une solution à un problème personnel, donc de trouver une plateforme en ligne, enfin digitale, faite par une Ivoirienne pour des Ivoiriens vivant ici pour la diaspora. Et il n'y avait pas. Donc à l'époque, en 2012, j'aime à dire que Instagram c'était un bébé, ça faisait 2 ans que la plateforme était née. Facebook Pages, comme on les connaît maintenant, ça n'existe, c'était encore vraiment donc tu ne trouvais pas d'informations en ligne en fait, et les gens ne savaient pas vraiment utiliser. Et donc pour moi c'était ça, c'était comment est-ce que
moi-même, je trouve des infos, mais aussi je partage avec les gens. Donc c'était ça. Donc vraiment l'idée de partager les endroits où j'allais manger sans me mettre une pression pour autant. Je ne cours pas, et je ne cours toujours pas, derrière le dernier restaurant instagrammable parce qu'il faut y aller, ou pas du tout. Je me dis, bon, on a la chance, ceux qui ont la chance de manger 3 fois par jour, mange 3 fois par jour. Donc si quand j'avais un rendez-vous avec mon patron, il me dit, Yasmine, viens avec moi là, je cours. Je fais mes photos, je fais mon contenu, mais je suis au moment où je pro en fait. Donc ça n'interférait pas avec ma façon de vivre. Donc mon processus créatif varie vraiment d'un projet à un autre. Je vais prendre un des derniers projets sur lesquels je me suis éclatée. Mais éclatée, c'était une collaboration l'année dernière avec Africa No Filter, qui est une entreprise panafricaine qui accorde des subventions aux créateurs de contenu. Donc c'est un truc génial et vraiment on te paye pour manger, quoi, en tout cas pour ma part. Et donc sur ce projet-là, j'avais dû constituer une équipe parce qu'il s'agissait en fait de mettre en lumière les acteurs de l'écosystème culinaire dans l'Afrique francophone. Donc j'avais choisi la Côte d'Ivoire et le Sénégal parce que, et ça peut-être que c'est quelque chose que je passerai à nos frères de l'Afrique francophone, c'est qu'il y a un manque criard de contenu de qualité en Afrique francophone. Donc je pense qu'on en reviendra, mais vraiment, donc c'était ça, c'était ce besoin-là. Et en plus en gastronomie, c'était encore plus, il y avait un besoin encore plus grand. Donc voilà, donc pour ce projet-là, il fallait faire de la recherche, savoir qui on allait approcher. On partait sur ce qu'ils appellent pop culture, donc street food principalement. Donc faire sa recherche, savoir qui on va interviewer, quel jour. Donc ça, il y avait quelqu'un pour ça. Mais en amont, on avait plein de sessions de brainstorming parce que il fallait définir le jour du tournage, il fallait définir les questions, etc. La trame, donc écrire le script. Travailler avec la personne qui allait filmer, donc toute la partie réalisation. Et puis après, comment maintenant, quand le contenu est créé, on l'exploite. Donc, est-ce qu'il y a un article de blog? Est-ce que c'est que sur YouTube? Est-ce qu'il y a un extrait réel? Est-ce qu'on va sur TikTok? Est-ce qu'on va sur YouTube Short? Bref. Donc, il fallait définir tout ça, en fait. Donc, c'est vraiment comme, en fait, j'ai travaillé en agence de pub aussi, comme si on faisait une campagne et puis on décline tout, l'idée principale sur les différents formats qu'on a aujourd'hui. Et donc, c'est ça. Donc, sur ce projet-là, c'était énorme. Après, pour la partie Sénégal, c'est pareil, mais à une autre échelle, parce que c'est un pays que je ne connais pas. Donc, prendre attache avec les personnes que tu dois voir là-bas, etc. Donc, pour ce projet-là, il y avait tout ça. Mais sinon, dans le day-to-day, si je dis n'importe quoi à manger chez mon vendeur de choukouya préféré, je peux faire un petit snap et puis voilà, montrer que voilà, aujourd'hui il a fait son choukouya de telle manière ou il est situé là, allons-y, etc. Donc ça dépend vraiment, ça varie d'un projet à l'autre, de l'exigence aussi parfois des clients. Parce qu'il peut vouloir qu'on fasse une chose d'une manière spécifique, si on doit promouvoir un service ou un produit. Mais il y a beaucoup d'admin. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas qu'on voit la partie glamour de la chose. Il y a beaucoup 90% je suis derrière ton ordinateur. En fonction des projets, mais à 90% entre envoyer déjà le devis. Donc, tu es ton propre, j'aime à dire qu'un créateur de contenu, en tout cas ceux qui peuvent se permettre d'avoir une grande équipe, peut-être qu'ils ne le font pas, mais moi, je suis un one-woman show, je suis mon propre admin, mon propre comptable, mon propre photographe, des fois, mon propre réalisateur, si je fais que des réels, des TikTok, etc. Tu es ton propre community manager, faut engage et répondre et compagnie. Donc, voilà, donc c'est énorme. C'est ça que je suis partie un peu dans tous les sens, mais c'est tellement que je n'arrive même pas à mettre des mots vraiment sur tout ce que tu fais au quotidien. Et c'est pour ça que j'ai parlé de documenter. C'est ça. Parce que ce n'est pas juste que tu prends des photos, tu mets aussi des captions, tu racontes aussi des histoires. C'est ça. Tu écris des contenus qui nous permettent de découvrir l'endroit, de comprendre pourquoi est-ce que c'est un endroit intéressant. Au final, tu es comme un media house. C'est ça, et aussi pour rebondir sur ce que tu dis, je ne suis pas que sur aujourd'hui les réseaux sociaux, donc les plateformes, dont Instagram, TikTok, Facebook, etc. ont leur place qu'elles ont, mais mon premier bébé, il le restera toujours, c'est le blog. Un blog, un vrai blog.
Il y a beaucoup de personnes qui se disent blogueurs aujourd'hui, mais qui n'ont pas le blog. Ouais. Ils n'ont pas de site. Et ça, c'est un travail à part entière. Le référencement, l'écriture, la gestion du site, payer ton hébergement. Construire même le site. Construire le site, j'ai fait tout ça toute seule. Donc, tout ça, c'est vraiment important. Donc, le contenu qui prend différentes formes aujourd'hui, quand on parle de créatrice de contenu, il est autant visuel, donc, mais aussi il y a beaucoup de choses que tu écris, il y a beaucoup de rédaction derrière. Et moi, j'aime prendre plaisir à vraiment raconter les histoires. Pas juste, et j'avais un projet dans ce sens qui s'appelait Food Story, que je vais reprendre d'ailleurs, qui n'est pas juste, je vois une assiette, c'est joli, je vais manger, et puis snap, snap, c'est fini. C'est qu'est-ce que le chef qui a fait cette assiette, à quoi il pensait? Quelle histoire il voulait raconter? Quelle est son histoire à lui? Parce que l'histoire de cette personne se reflète dans son assiette et dans son travail. Et même la façon dont il aimerait qu'on déguste le plat. Est-ce que ça... Il y a toute une histoire derrière, tout un baggage, comme les Américains me le disent. Donc, j'aime à raconter ça. Des fois, j'ai la flemme, je ne le fais pas. Mais vraiment, quand je suis inspirée par quelque chose, certains restaurants m'inspirent dans ce sens. Je veux raconter ça. Et pareil pour je suis aussi très fan de tout ce qui est local, donc made in Côte d'Ivoire, et j'aime accompagner du mieux que je peux, en tout cas, les entrepreneurs locaux. Dans la food, bien entendu, mais pas que, mais en tout cas principalement dedans. Et voilà, pourquoi est-ce qu'ils ont créé tel produit? Quel est le besoin, bon, au-delà de l'aspect financier ou voilà, de s'exprimer créativement dedans, mais pourquoi est-ce qu'ils ont créé ça? Tu vois? Pourquoi ils transforment la mangue et la banane et... Bref, on peut aller dans tous les sens, mais voilà. Donc, je prends plaisir à faire ce que je fais, pas pour moi. Et je pense que c'est ce qui a toujours guidé ce que je fais, et j'espère qu'il me guidera toujours, c'est parce que je veux pouvoir aider les autres. Je veux pouvoir avoir... Si quelqu'un me dit, parce que tu as partagé mon produit et que j'ai eu un client, après ça, j'ai tout gagné. Tu vois? Ouais. Donc c'est ça. J'ai vu que tu avais collaboré d'ailleurs avec le chef Tamsir, qui a l'hôtel Villa Le Pic, ici à Abidjan. Vous avez fait une expérience culinaire. Est-ce qu'on avait fait une expérience culinaire? Qu'est-ce que j'ai fait avec le chef Tamsir? Il m'avait invité. Alors, on va collaborer bientôt. Non, est-ce qu'on avait fait? Je ne sais plus. Après, je travaille tellement avec beaucoup de chefs que je ne sais plus. Je me rappelle que la dernière fois que je suis venue à Abidjan, oui. Le jour où je partais, il y avait une expérience et je pense que tu étais là. J'étais là, oui. Avant. C'est possible. C'est aussi la preuve que en 11 ans de carrière, si on peut le dire, c'est vrai. C'en est une. Tu as eu tellement de collaborations et j'aimerais quand même te poser la question de la rentabilisation. Parce que évidemment, tu as dit qu'on y viendrait. C'est un sujet très important pour c'est très important, franchement. Mais à quel moment la question de la monétisation est venue et à quel moment la rentabilité est arrivée? Alors, monétisation... La question ne s'est pas posée on est en 2023, jusque 2016, jusqu'à ce que je parte au Yali. Okay. Donc, de 2012 jusqu'à 2016, c'était vraiment passion, tu kiffes ton truc, etc. Un an après, malgré ça, malgré que je ne pensais même pas que c'était possible de gagner de l'argent, j'ai quand même fait mon premier contrat à 6 chiffres. Ouais, 6 chiffres. En CFA. Tellement de zéros que tu te... Non, je ne vais pas dire le montant, mais je vais m'assurer que je suis dans la bonne time frame. Bref. Donc voilà. Et ça s'est fait et puis c'était tout. Mais je ne savais même pas en fait, que c'était possible parce que je n'ai jamais mis, et c'est peut-être un défaut, mais je n'ai jamais mis l'argent devant. Et je pense que si je l'avais fait, j'aurais arrêté. Parce qu'il ne faut pas qu'on se mente. C'est pas a walk in the park, comme on dit. C'est pas tout rose, en fait. Donc, je ne me suis pas posé la question véritablement jusqu'en 2016 parce que, justement, quand tu vas au Yali, tu dois proposer un projet ou, en tout cas, avoir des projets sur le court et long terme pour ta communauté, ton continent, etc. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose que je peux faire. Mais comment est-ce que j'arrive à penser au-delà de ma personne? Au-delà de ce que je fais. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser au tourisme culinaire, enfin déjà le tourisme dans l'industrie, et puis au tourisme culinaire en tant que niche.
Et aussi que je recevais des demandes, parce que je ne savais pas ce que c'était. Donc des gens qui venaient pour des business trips pour 2-3 jours, puis me disaient, mais en fait, on peut faire une market visit, on peut faire tant, on peut faire des cours de cuisine. Et puis je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Pourquoi les gens me posent, tu vois, 2, 3, 4 fois, pourquoi on me pose cette question? Et c'est là que j'ai commencé à savoir qu'il y avait toute une niche à part entière qui s'appelait le tourisme culinaire, qui est vraiment terre à terre, la façon de découvrir un pays ou une ethnie ou une culture à travers vraiment tout l'héritage et le patrimoine culinaire. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me dis, mais comment je crée un business model? Donc, je n'ai pas encore toutes les réponses à ça, mais en tout cas en termes de monétisation, c'est à ce moment-là que ça c'est venu. Donc pas automatiquement, pour te dire. Rentabilité, en toute honnêteté, je n'y suis pas encore. Après, ça dépend de ce qu'on veut dire par rentabilité. Est-ce qu'avec ce que tu gagnes, tu es en mesure de vivre décemment? Décemment, oui, aujourd'hui. Mais je ne suis pas encore au stade, et je pense ça te l'avoir dit, de pouvoir recruter des gens à temps plein. Donc pour moi, je ne suis pas encore rentable. Parce que la façon dont je travaille, le fait d'être là aujourd'hui avec toi signifie que ça ne tourne pas derrière. Tu vois? Tant que moi, je ne suis pas assise là. Et c'est un handicap quelque part parce que au stade où je suis, entre les sollicitations, les rencontres, les rendez-vous pro, sortir, aller manger, créer du contenu, parce qu'il faut alimenter. Donc, il y a forcément un élément qui prend le dessus et un autre élément qui en souffre en fait. Donc je ne suis pas encore rentable. J'estime que je le serai vraiment quand je pourrai avoir l'équipe que je veux et quand je pourrai aussi ne pas penser à quand est-ce que le prochain contrat arrive. Parce que ça aussi c'est un truc qui est très important pour moi et je le dis à qui veut l'entendre. L'industrie créative, et je pense que peut-être les autres personnes que tu as interviewées le diront aussi, tu peux avoir un gros chèque en janvier et puis rien jusqu'au juin. Comme tu peux avoir des petits chèques et puis avoir quelque chose de gros en janvier ou avoir une année complètement off. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que tu t'arrêtes? Non. Donc c'est ça. Et ça, c'est une réalité. Dieu merci, il y a une certaine constance, mais ce n'est pas tous les mois. C'est pas tous les mois, donc après, moi dans mon cas, j'ai travaillé par avance, donc j'ai des économies, j'ai un support system qui est incroyable et donc je peux me permettre de me dire je me mets à temps plein dessus, mais il y a 2-3 ans, si tu me disais ça, j'allais me dire mais non, c'est juste pas possible en fait. Donc, et en fait, c'est aussi une industrie qui plus tu crées, plus tu es out there, plus l'algorithme, parce que c'est une réalité, te favorise et plus tu restes top of mind en fait dans la tête des clients et compagnie. Donc je ne peux pas te dire, bon, ça fait 11 ans que je suis là, les gens me connaissent absolument pas. Alors là, tu as tombé de ton piédestal si tu en es sur un. Et puis te dire, bon, je vais travailler sur autre chose. Tu dois constamment être là, constamment. Donc ça, c'est épuisant par moments, c'est passionnant. J'adore ce que je fais. Mais il y a des moments où j'ai juste pas envie de voir le logo d'Instagram. Il y a des moments où, comme ça, j'ai juste pas envie d'ouvrir l'application. Parce qu'il y va de ta santé mentale, parce que tu peux tomber dans le trap de la comparaison, ce qui arrive très souvent, en plus sur les réseaux sociaux. Tu peux te fatiguer pour faire un contenu et d'avoir que 20 likes, comme tu peux faire un contenu, fais-moi à la va-vite, et puis avoir un réel viral à 1 million de vues. Tu peux pas prédire, en fait. Donc, tu te concentres sur, et ça c'est un conseil que mon mari me dit tout le temps, tu te concentres sur ce que tu peux faire maintenant. Ce sur quoi tu as le contrôle, concentre-toi dessus. Si c'est lancer ta newsletter que je viens de lancer par exemple en début d'année, concentre-toi dessus. Concentre-toi dessus autant que tu peux. Donc, en newsletter, c'est un casse-tête pas possible. Entre quelle plateforme choisir, comment. J'ai jamais fait ça. Mais il me dit, concentre-toi sur ça. Ok, quand tu te concentres dessus, améliore-toi. Et une certaine régularité, une constance. Et ça aussi, je crois que je digresse, mais c'est important de le mentionner, la constance est très importante. Tu ne peux pas te permettre d'être créateur de contenu et puis te dire, je fais une fois tous les 3 mois. Je ne dis pas d'être là tous les jours, mais je dis de créer toi-même ton rythme auquel tu veux avancer et puis de rester concentré sur ça. C'est super, super important. Ouais. Donc voilà. Mais quand tu as parlé parce que la question de la scalabilité, on en parle énormément pour les startups, mais cela existe aussi pour
des créateurs de contenu. Absolument. Je ne veux pas forcément être un one-person business toute ma vie. Je veux pouvoir créer une entreprise autour de ce que je sais faire et pourquoi pas engager, comme tu as dit, des gens. Il y a certains créateurs de contenu en Afrique qui ont trouvé une solution intermédiaire, c'est de trouver des managers. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as déjà eu à penser, que tu as essayé? Non, je t'avoue que non. Je t'avoue que non, parce que je n'en ai pas ressenti le besoin. Le problème n'est pas dans la gestion de l'ensemble des choses que je fais, c'est dans l'exécution. Donc c'est plus dans, j'ai une idée là, par exemple ma newsletter que je sors, qui sort la semaine prochaine, je dois pouvoir la communiquer à quelqu'un qui va déjà commencer à rédiger. Pas, je vais noter pour pas oublier et moi aller le faire. Tu vois, je dois envoyer mon kit média ou des devis. Je vais pouvoir dire à telle personne, on fait tant le montant, nanana, envoie. Tu vois, c'est des fois des petites choses, mais qui te soulagent en fait dans tes tâches pour que toi, tu puisses te concentrer sur les grosses choses. En ce moment, par exemple, je travaille sur la 3e édition de mon événement qui s'appelle Abidjan Restaurant Week. Je suis dans la recherche active de sponsors. Je suis en train de pitcher au restaurant que j'aimerais qu'ils soient partenaires, etc. Donc, quand je suis dans ce train de faire ces grandes choses qui nécessitent que moi, Yasmine, je me mette en avant, derrière, il faut commencer à rédiger les briefs pour le site internet, pour l'équipe créative média, pardon, pour toute la personne qui a fait les designs et compagnie. Il faut faire ça. Il faut gérer, il faut follow-up. Tu vois? Donc, pour le moment, je suis seule à faire tout ça. Et c'est pas évident. Je ne dis pas que j'ai pas d'aide. J'en ai, je suis très reconnaissante. Mais l'équipe telle que je la conçois, ou du moins le business tel que je le conçois, je ne suis pas encore là. Alors, aujourd'hui, tu travailles depuis la maison. Tu es mère et tu as également ton foyer à gérer. Tu as ton entreprise à gérer. Comment tu trouves du temps pour te reposer? Alors, tu te reposes d'abord. C'est pour ça que j'ai un peu bugué parce que je me suis dit, un repos, quoi? Déjà, quand tu deviens maman, le repos, bon, pas pour effrayer celles qui ne sont pas encore maman, mais pour quelqu'un qui aimait dormir, c'est pas une chose que tu fais beaucoup. Mais je pense que la question, c'est comment je gère tout ça, peut-être. Je suis quelqu'un de assez discipliné, je pense. Du moins, j'essaie tous les jours à m'améliorer. Et il y a des routines. On est obligé, en fait, d'instaurer des routines, que ce soit avec les enfants, que ce soit dans la façon de travailler, etc. Donc, c'est vraiment ça. C'est une journée classique, par exemple, c'est le matin, il faut se préparer d'abord pour que monsieur et les hommes partent. Parce que c'est ce que je dis, les hommes partent. Donc ça, c'est à partir de 6h45 jusqu'à 8h. Ensuite, moi, je suis quelqu'un aussi de très maniaque. Grande dame de monsieur, donc je suis maniaque. Donc je ne peux pas travailler dans un environnement qui n'est pas propre. Donc je prends au moins 1 heure à vraiment assainir l'environnement, m'assurer que tout est clean, etc., etc. Et ensuite, faire du sport, c'est important pour moi. Du moins, j'essaie de rester disciplinée sur ça. Donc, faire du sport, la préparation spirituelle de la journée, c'est important aussi. Et puis voilà, donc je commence à travailler de façon générale, on va dire entre 9h30 et 10h, jusqu'à 15 ou 16h quand il faut aller chercher le petit à l'école, si c'est moi qui vais le chercher. Donc c'est comme ça que je suis organisée. Puis après, donc je passe de mode maman, femme, afro-foodie, et puis à partir de 16h, maman et épouse encore. Donc c'est ça. C'est vraiment avoir c'est pas un rythme militaire, mais c'est vraiment se dire qu'on a ces repères temporels là pour essayer de tenir dedans, et puis c'est important. Et puis après, le week-end, ça dépend des demandes professionnelles, ça dépend de ce qu'on a envie de faire en famille, ça dépend de ce que j'ai envie de faire avec monsieur, parce que je suis très, intentionnelle sur, il ne faut pas s'oublier aussi en tant que femme, épouse d'eux, et puis le couple, la famille, c'est très important pour moi. Donc voilà, il y a des petits getaways qui se font de temps en temps. Et puis voilà, mais sinon, vraiment, répondre à ta question, c'est vraiment une question d'organisation. Je pense qu'on ne peut pas
évoluer dans ce domaine-là. Et surtout même quand on a son compte. Parce qu'on a tendance à se dire, ben non, il n'y a pas un boss au-dessus de moi, donc je peux faire ce que je veux. Au contraire, je pense que tu le diras peut-être mieux que moi, que c'est quand tu as ton compte qu'il n'y a pas d'heure de travail. Donc je peux, comme je dis, avoir toute cette routine-là. Et puis si j'ai un deadline, ben, le soir, quand tout le monde est couché, à 23h, je reprends l'ordinateur et puis je continue. Donc ça dépend vraiment du contexte. Donc voilà, c'est en gros beaucoup de discipline, d'organisation, de respect de son temps et du temps des autres aussi. C'est important. Et puis de te dire que tu sois ton propre boss ou pas, définir tes priorités en fait. La famille vient d'abord, Afrofoodie vient après. Et ça, c'est le mot d'ordre, ça ne va jamais changer. Je suis très admirative de ton organisation et surtout de la manière dont tu as réussi à te créer une routine. Mais je veux sortir un peu de ce sujet pour aller sur la question de l'industrie elle-même. Aujourd'hui, je remarque, en tout cas, ce sont des faits qu'on peut largement vérifier. En Afrique anglophone, l'industrie est bien évidemment plus développée qu'en Afrique francophone. Et ce que j'ai remarqué, c'est que depuis quelques années, tu as commencé à faire une incursion dans ce monde anglophone-là pour faire ta place. Qu'est-ce qui a provoqué cette réflexion et comment est-ce que tu le fais? Ok. Alors, j'ai commencé ça quand je pense que je suis partie pour le Yali. Parce que déjà, j'ai eu les grandes bénédictions de faire mes études aux États-Unis. Donc, certaines personnes qui me retrouvaient avaient envie de suivre mon contenu, mais ne pouvaient pas forcément comprendre parce que j'étais qu'en français. Et quand je suis allée pour le Yali, pareil, ouverture d'opportunités, de rencontres, etc. Lorsque tu racontes ce que tu fais, et en vue des rencontres aussi qu'on a fait là-bas, tu as envie que les gens puissent suivre ton contenu, etc. Et je me suis dit, je suis bilingue, j'ai cette chance-là, autant capitaliser dessus. Donc c'est comme ça que je pense jusque 2017, le blog Journal d'une Foodie était que francophone. Et je l'ai basculé en fait en plateforme bilingue. Donc j'ai une partie francophone et une partie anglophone justement avec des contenus différents, ça dépend, pour pouvoir parler à ces différentes personnes-là. Aussi, il ne faut pas qu'on se voile la face. Les plus gros contrats que j'ai eus jusqu'à présent, peut-être que ça va changer, sont grâce au fait que je parle anglais. Et viennent aussi d'entreprises panafricaines ou internationales, etc., qui cherchent quelqu'un qui est bilingue, qui veulent du contenu francophone, comme je disais tout à l'heure. Il s'adresse à une cible francophone, mais qui peut aussi s'adresser au reste de l'Afrique. Et aujourd'hui, ma mission, en tout cas depuis le Yali, ça a évolué avec le temps, donc vraiment moi évoluant dans le tourisme culinaire, comme je disais, c'est vraiment de contribuer en tout cas du mieux que je peux au changement du narratif africain, de par ses saveurs, de par son ou ses héritages culinaires et patrimoine, etc. Donc tu ne peux pas faire ça en te disant, je contribue, et puis il y a 60% ou je ne sais pas combien de pourcents du reste de l'Afrique qui ne comprend pas ce que tu dis. Et c'est très important pour moi, en tout cas, de continuer de leverage, je ne sais pas comment on dit ça, mais de jouer sur ça. Et au vu des opportunités que ça m'ouvre, je ne vais absolument pas m'arrêter. Et c'est aussi, si tu veux, ce qui fait ma différence, ma valeur ajoutée sur le contenu que je propose, qu'il soit bilingue ou juste anglophone ou juste francophone, ça dépend. Mais c'est très important. Et franchement, les ouvertures sont inestimables. Donc c'est un peu ça. Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est super important. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est un autre débat pour un autre jour, mais en Afrique francophone, on a tendance à... C'est un peu différent maintenant, mais à rester un peu... Tu vois, on est un peu shy, on est un peu... Tu vois, comme ce que je disais tout à l'heure, par rapport au fait d'être que créateur de contenu, que blogueur. Tu vas en Afrique anglophone, ils sont proud, quoi. Ils se tapent sur la poitrine en disant, oui, c'est ce que je fais, I'm a creative person. Tu vois, déjà, ça sonne mieux. Mais tu vois, ici, ouais, tu fais que ça. On a tendance à... Tant que tu n'as pas la veste et que tu n'as pas bossé au plateau, on ne considère pas que tu travailles, tu vois. Donc, c'est très différent. C'est une question de mentalité. Je pense que ça remonte, on ne va pas parler de politique, mais à l'époque même des colons. Donc voilà, c'est dommage, mais j'ai vu à quel point ça fait une grande différence d'avoir complètement switché en fait en plateforme bilingue. Franchement,
Ouais. Ouais. Et donc, du coup, aujourd'hui, par rapport à tes contrats, comment est-ce que tu vas les chercher? Quelle est ta démarche commerciale? Alors, je ne pitch pas, donc je vais pas les chercher. J'ai essayé, et puis j'ai essayé, il ne faut pas que je mente aussi, j'ai essayé il y a quelques années, et puis j'ai arrêté. Parce que, après, encore une fois, Afrique francophone, les années où j'ai essayé, en tout cas, c'était pas super valorisé, on ne savait pas trop ce que tu voulais. Tu vois, j'aime pas avoir... Autant, j'ai besoin d'argent, hein, but I'm not going to beg. Tu vois, je sais pas. Peut-être que c'est pas si c'est de l'ego, de pride, je sais pas, mais je peux pas aller dire pardon. Donc vraiment, je viens te proposer ce que je peux faire. Si tu veux travailler avec moi, tant mieux. Si tu veux pas, tant pis. Donc je ne vais plus vers parce que j'ai eu plusieurs non, pas très plaisants. Mais j'ai encore une fois la grâce. Il y a beaucoup de Dieu dedans. Comme les Ivoiriens disent, il y a Dieu dedans. La grâce d'avoir des contrats qui sont venus à moi. Au fur et à mesure que je me suis moi-même investie dans la chose, quand j'ai arrêté de travailler full-time, etc. Donc, ces contrats viennent à moi. Des fois, je ne sais pas comment t'expliquer, c'est pour ça que je dis c'est la grâce divine, parce que je ne vais pas les chercher. Toutes les opportunités de 2022, franchement 2022 c'est la meilleure année pour moi à tous les niveaux, sont venues je sais pas, je suis pas fille d'eux, je ne connais pas, j'ai pas été pistonnée comme on dit chez nous, c'est vraiment un mail le matin, tu ouvres ton truc, tel truc tu vas au Botswana, tel truc tu vas au Nigeria, tel truc. Voilà, donc il y a beaucoup de Dieu, il ne faut pas que je mente, mais pour être plus pratique et pour donner des conseils, parce que c'est ça aussi, pour ça qu'on est là, je pense, c'est vraiment, tu ne sais jamais qui te regarde. Tu vois, tu peux penser que, encore une fois, si tu te regarde les vanity metrics, ton contenu n'a pas marché. Mais on n'est pas sur des trucs ponctuels, on est sur la durée. Donc, je n'ai pas aussi commencé hier, mais je connais des personnes qui ont commencé il y a 2-3 ans, mais parce qu'ils ont été constants dans le temps, leur travail part pour eux aujourd'hui. Donc, c'est ça. Tu ne sais jamais qui te regarde. Keep going. Avance du mieux que tu peux. Tu ne sais jamais qui est en train d'observer ton évolution et qui va se dire demain, je vais travailler avec elle. Donc voilà, pour répondre à ta question, parce que je digresse beaucoup, je sais, les contrats viennent à moi. Et par exemple, dans le cas d'Abidjan Restaurant Week, là, c'est moi qui vais chercher les contrats parce que j'ai besoin de sponsors pour faire fonctionner l'événement. Et dans ce cas d'espèce-là, c'est vraiment un échange, donc que ce soit win-win à tous les niveaux, beaucoup de... Bon, tu sais comment les contrats se truc, donc est-ce qu'on va te dire échange de visibilité, même si j'aime pas ce terme, de visibilité sur telle ou telle plateforme, en échange d'un montant rémunéré ou d'un service par exemple. Donc voilà, mais sinon les contrats, même pour Afro-Foodie, je ne vais pas les chercher encore. Je sais que je devrais, et ça se fait beaucoup en Afrique anglophone, et même les influenceurs, les vrais. En tout cas pour moi, que je suis, qui sont aux États-Unis ou en Angleterre, ils sont beaucoup sur il faut pitcher, il faut pitcher, il faut pitcher. Mais je ne suis pas encore là. Je pense que mon écosystème n'est pas encore prêt pour ça. Ouais, malheureusement. Alors Yasmine, oui. J'ai quand même une question à te poser sur... tu dis que tu ne vas pas vers les sponsors. Il y a un certain degré de préparation lorsqu'un sponsor vient te voir. Donc, quels sont les documents, les modèles de ressources, tout ce que tu as de prêt pour conclure un partenariat lorsqu'on vient te voir? Ok, je pense que c'est important de préciser que tu disais sponsor tout de suite, mais je crois que tu veux dire marque ou pour les collaborations, non? Les collaborations. Ok, parce que sponsor, c'est que sur l'événement. Oui, alors déjà avoir ton kit média de prêt. Qui doit contenir qui tu es, qu'est-ce que tu fais, donc la niche dans laquelle tu es. C'est très important pour tout type de créateur de contenu d'avoir une niche bien définie. Donc voilà, tes statistiques, de préférence sur les 3 derniers mois, ce serait déjà pas mal. Les plateformes sur lesquelles tu es le plus présent, donc pour moi en l'occurrence c'est Facebook, Instagram, TikTok un peu maintenant, même si je n'aime pas trop cette application. Voilà. Et puis, les cibles aussi que tu touches, c'est important. Pour moi aussi, puisque j'ai vraiment cette chance de collaborer un peu avec différentes marques régionales ou internationales. Donc voilà, savoir si c'est la Côte d'Ivoire, les États-Unis. Il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui me suivent. Donc ça, c'est important pour eux. Et puis, les marques avec lesquelles tu as déjà collaboré. Et bien, voilà, c'est ça. Et puis, bien entendu, les tarifs. La partie la plus importante. Tu l'as fait en dernier? Ouais, jamais.
Ouais, sur la fin, je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs. Mais je pense que c'est un peu genre, je peux faire ci, ça, paye-moi. Voilà. Mais voilà, je mets, c'est à côté des entreprises avec lesquelles j'ai déjà travaillé, mais voilà, en général, ils te demandent ça. Mais tu peux pas mettre que ça aussi, et c'est important de savoir, parce que des fois, ils ont une idée de ce que tu fais, alors qu'ils ne savent pas que tu as un rôle beaucoup plus global. Tu vois, aujourd'hui, comme je dis, je ne fais pas que de je me définis en tant que créatrice de contenu, mais je ne fais pas que ça. J'ai eu des contrats de modération de panels ou de modération d'événements, chose que je n'avais jamais faite. Mais après, je m'appuie aussi sur mon background en marketing et communication, sur le fait que j'aime beaucoup parler, comme on le constate. Et puis, voilà, que j'ai un peu de knowledge intellectuel quelque part, tu vois, pour pouvoir faire ça. Et puis, j'ai plus peur aussi. J'ai plus peur. Avant, j'allais avoir peur. Non, je ne sais pas faire ça. Aujourd'hui, à l'ère de YouTube, University of YouTube. Et à part le kit média, j'ai envie de dire, la plupart des rapports, des collaborations, partenariats, tout ce que tu veux, il y a beaucoup de relationnel dedans. Donc, tu peux avoir un kit média qui a une tuerie visuellement, tout ce que tu veux, mais il faut savoir aussi comment tu vas échanger. Je pense qu'il y a 50%, sinon plus, qui est beaucoup de relationnel. Donc ta façon d'être toi-même, de parler avec que ce soit le social media manager, la personne qui t'a contacté en tout cas de l'agence ou de la marque. Et vraiment ce relationnel est aussi important. Je pense que pour ma part, si certaines personnes me contactent ou me contactent peut-être pas, c'est peut-être par rapport à ça, aux premiers échanges. Donc, il y a la partie admin, donc tout ce qui tu envoies sur tes stats et tout ça, et puis aussi le rapport de comment la collaboration va se passer, je pense que c'est ça. Et puis aussi, être force de proposition, ça c'est quelque chose, j'essaie, en tout cas, pour sortir la tête de l'eau, tu es obligé d'avoir des valeurs ajoutées. Il ne faut pas juste être un énième créateur de contenu, que tu sois le premier ou le 10e, en tout cas dans ce qu'on fait. Et donc, moi, j'essaie vraiment d'être force de proposition quand on vient avec un brief. Déjà, quand on vient comme ça, on me dit « Ah oui, on veut un truc, c'est quoi le prix ?» J'ai dit « Ah, je ne travaille pas comme ça. » Après, j'ai aussi des formations professionnelles à travailler en agence, donc je m'attends à un certain professionnalisme, mais envoie-moi un brief. Parce que je ne peux pas te mettre un prix comme ça au téléphone. Donc, tu m'envoies un brief. Et puis, je peux aussi te dire, ben, tiens, si au lieu de faire comme ça, on faisait comme ça. Par exemple, j'aime beaucoup, en tout cas, j'essaie de proposer le plus possible des collaborations sur le long terme. Tu dois aussi, il y a certaines marques ou agences ou quoi qui s'y connaissent, qui sont calées dans le domaine. Parce que c'est nouveau le digital pour beaucoup de personnes, en tout cas en Afrique francophone. Mais il y a d'autres qui n'ont aucune idée. Eux, ils pensent qu'ils vont te contacter, tu vas faire un post et puis c'est fini. Non. Donc, il y a une certaine éducation aussi, encore une fois, background en marketing et communication, de se dire, mais en fait, ce n'est pas des actions ponctuelles qu'il vous faut. En tout cas, pour ce truc spécifiquement, il faut une action sur le long terme. Il faut que votre produit ou votre service, je puisse l'intégrer dans mon quotidien pour que les personnes qu'on cherche à impacter et non influencer, ou bref, je faisais le rapport sur ce qu'on a dit tout à l'heure, comprennent que c'est pas juste on l'a payé pour, tu vois. C'est comment est-ce qu'elle l'utilise dans son quotidien et comment est-ce que moi aussi je peux l'utiliser. Donc j'essaie vraiment de vendre des collaborations comme ça. Pas du ponctuel, mais et aussi leur dire voilà, on veut des stories. Oui, vous voulez combien de stories? Il faut quantifier. En fait, il faut être le plus précis possible en fait. Parce que moi, demain, tu vas me demander des résultats sur une base vague. Mais tu vas vouloir vendre X nombre de produits, avoir tant de vues. Mais si tu as été vague au départ, je ne peux pas te promettre ça. Donc, j'essaie vraiment d'être le plus spécifique possible, le plus carré possible. Et je pense que ça vient avec l'expérience aussi. Mais vraiment, le minimum, pour y venir à ta question, c'est vraiment le kit média. Et puis, avoir un bon relationnel. Ça, c'est déjà très bien. Et puis ensuite, l'expérience t'aidera à peaufiner un peu ta façon de négocier tes contrats, d'être force de proposition, d'apporter tes idées. Voilà, donc c'est des choses qui viennent avec le temps. Mais la base déjà... Et donc au-delà du Media Kit, est-ce qu'il y a d'autres documents? Il y a quand même du devis, il y a également la facture. Comment est-ce que tu fais pour pouvoir convaincre tes clients avec ces documents? J'essaie de proposer des packages aux clients. Donc en fonction du projet, de se dire, ben voilà, on peut décliner par exemple les livrables sur différentes plateformes, donc mon blog, proposer un réseau social
plutôt qu'un autre, etc. Et puis de faire un montant forfaitaire en fait pour ça. En général, ça fonctionne plutôt bien. Il y a d'autres qui ont déjà aussi, ils savent déjà ce qu'ils veulent. Ils veulent forcément être sur Instagram, bien sûr. Je pense que c'est incontournable aujourd'hui. Oui. Donc, ils vont te dire, voilà, on veut tant de stories. Dans ce cas, tu dis, OK, je dis n'importe quoi. Peut-être que si mes stories font 50 ou 80 000 la story, au lieu de te faire 3 stories à 150 000, je vais te faire 3 stories à 100 000. C'est un exemple, tu vois. Donc, j'essaie vraiment de montrer aussi que c'est vrai, l'argent est important et ça je le dis toujours, mais les relations humaines pour moi sont plus importantes parce que ce sont ces relations humaines-là qui demain vont apporter d'autres collaborations, pas juste ce projet ponctuel-là. Mais j'essaie aussi de proposer des tarifs à hauteur de la communauté que j'ai la chance d'avoir aujourd'hui pour que ça reste plus ou moins juste pour moi et aussi pour le client ou le partenaire. Ok, et donc en termes de pricing, est-ce que tu es ouverte à partager un minimum ou un maximum? Oui, je pense que le minimum, le bonjour commence à 50 000. Le bonjour. Et ton bonjour là, il est... Le bonjour, mais ça c'est vraiment le bonjour quoi. Okay. Et puis ça peut aller jusqu'au million et au-delà. En général, plus le contenu est élaboré, plus il est élevé. Par exemple, on est sur un format vidéo là en ce moment, sur du long contenu qui va prendre du temps à éditer, que je ne sais pas faire forcément. Donc, je vais embaucher, externaliser le processus avec un prestat. Dans ce cas, le prestat, en général, pour la vidéo, son bonjour à lui commence à 300 000. Son bonjour à lui. Donc, je ne suis pas encore rentrée dans comment ça va et tout ça. Donc, son bonjour à lui peut commencer à 300 000. Donc, si je lui dois lui donner 300 000 et plus, combien est-ce que je facture au client pour que moi aussi je puisse gagner? Donc, voilà. Mais ça, voilà. Donc, ça peut commencer à 50 000 jusque... je pense que la plus grosse facturation que j'ai faite... on était sur du 5 ou 6 millions. Mais c'était vraiment voilà, un gros projet. Mais sinon, voilà, si ce sont des collaborations ponctuelles, bien que je n'aime pas faire ça, on peut être sur du 250, 300 000, plusieurs vidéos, plusieurs formats, du 700 000. Ça dépend vraiment. Il n'y a pas... Autant aucun jour ne se ressemble, autant aucune collaboration ne se ressemble. Et aussi, ça dépend des budgets qui sont alloués. Si la marque passe directement, donc c'est de la marque à toi, le créateur de contenu, c'est différent, bien entendu, que si elle passe par un middleman qui est une agence qui, elle aussi, va prendre ses commissions, tu vois. Donc, ça dépend vraiment. Il y a plusieurs cas de figure. On ne peut pas généraliser, mais on retient que le bonjour commence à 50 000. Tu prépares un événement très bientôt en mai. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cet événement-là et nous dire en quoi est-ce que cela s'inscrit dans ta mission? Ok. Donc, Abidjan Restaurant Week, c'est l'événement que je prépare, qui en est à sa 3e édition maintenant. C'est un événement, j'aime à dire, je n'ai pas inventé l'eau chaude. C'est un événement international qui existe depuis 1992, qui est américain. La première édition, la toute première fois, ça a été fait à New York. 1992. Sous le nom Abidjan ou... Non, sur New York Restaurant Week. En fait, si tu veux, l'événement, c'est la Restaurant Week. Okay. Et puis, enfin, The Restaurant Week. Et en fonction, il n'est pas franchisé par quelqu'un. La personne qui se l'approprie, si on peut dire ça comme ça, est la personne qui le fait dans sa ville. Donc, tu as eu Singapour Restaurant Week au niveau national, comme Paris Restaurant Week, comme Abidjan Restaurant Week, comme Accra, Lagos, Nairobi, Cape Town, bref. Donc, moi, j'ai commencé à Abidjan en 2017. Encore une fois, à partir d'un constat. Bon, déjà, j'évolue dans l'industrie de la restauration et du culinaire depuis 2012. Et je me suis dit, Abidjan est vraiment, en tout cas en Afrique francophone, Afrique de l'Ouest, une des villes où on mange le mieux quand même. Non, regarde-moi. Je tiens à dire à tout le reste de la communauté africaine que je ne soutiens absolument pas. Non, j'ai pas dit la ville où on mange le mieux, j'ai dit une des villes où on mange le mieux. Ok. Et donc, je base mes propos sur vraiment la diversité culinaire qu'on a à Abidjan. Du restaurant malgache au restaurant thaï, en passant par
par le restaurant camerounais, par exemple, on a vraiment, vraiment une belle diversité. Et moi, c'était ça, c'était vraiment cette célébration de la diversité culinaire d'Abidjan que je voulais mettre en avant. Donc, c'est pourquoi j'ai commencé en 2017. Et le concept, en fait, c'est, comme l'événement l'indique, donc une semaine des restaurants pendant lesquels les restaurants partenaires font un menu complètement différent de ce qu'ils ont. Enfin, ça peut être complètement différent, mais en tout cas, c'est un menu spécialement conçu pour l'événement à des tarifs fixes. Donc, et en général, c'est les restaurants les moins accessibles, pour être politiquement correct, de la capitale qui s'y prêtent au jeu. Si par exemple tu vas aller dans un restaurant X où entrée, plat, dessert, donc la formule complète te revient à 50 000 francs, je donne un exemple. Ça existe, hein, tu sais, Abidjan coûte cher. Voilà. Voilà, donc pendant l'événement, ce restaurant-là peut te dire, moi je fais ma formule entrée, plat, dessert à 25 000. Voilà, donc les deux premières éditions, on était vraiment sur des formules qui allaient de 10 000 francs CFA à 23 000 environ. Donc c'est ça. Cette année, le principe de l'événement veut que tous les restaurants aient le même tarif. Mais moi, les deux premières éditions, pardon, je ne suis pas allée sur ça parce que j'avais tout type de restaurants. J'avais des restaurants indiens, un peu plus accessibles, et des restaurants dits italiens, cuisine française ou voilà, un peu de fusion, qui n'étaient pas au même positionnement. Donc je ne pouvais pas me permettre de leur demander ça. Cette année, je vais partir sur des restos qui sont plus ou moins au même niveau en termes de positionnement et de partir sur des formules entre 17 et 22 000. Donc c'est un peu ça. Et donc vraiment l'idée c'est ça. C'est toujours dans ce que je fais qu'est la découverte, la recherche, comme on parlait tout à l'heure, de nouvelles saveurs, de nouvelles expériences. Et donc je veux que c'est les personnes qui viennent, voilà, même si c'est soit un restaurant qu'ils n'ont jamais, dans lequel ils sont jamais allés, qui puissent se dire, moi aussi je peux me permettre de pousser la porte de ce restaurant. Ou même si c'est leur restaurant favori, de se dire, le chef, pendant cette semaine, il va faire des choses que je n'ai pas l'habitude de manger, même si tu connais le menu par cœur. Donc voilà, et le mot d'ordre que je donne, enfin que je communique aux restaurateurs et aux chefs, c'est vraiment éclatez-vous. Parce que c'est vraiment pendant cette semaine que vous pouvez faire des choses qui sortent de l'ordinaire, vous pouvez casser les codes, faire goûter des choses, ça peut passer comme ça peut ne pas passer, mais éclatez-vous. Donc c'est un peu ça le concept de l'événement, et qui est aujourd'hui international. Moi je suis juste sur Abidjan, mais il y a d'autres qui sont, en tout cas ils se développent de plus en plus à travers le monde. Donc on peut dire que c'est comme une semaine locale de festivité où toute la population d'Abidjan peut justement découvrir les restaurants qui participent à l'événement et aller faire le tour, quoi. C'est ça. Après, en toute humilité, je suis consciente que c'est pas accessible à tout le monde, même quand on est sur des montants qui peuvent être relativement bas pour ce type de restaurant-là. Mais au moins de se dire, cette classe moyenne-là, qui aime bien manger, comme on aime bien manger à Abidjan, peut découvrir de nouvelles choses ou aller à la rencontre de nouvelles saveurs. Donc c'est un peu ça l'idée. Et puis après, les restaurants aussi, ils gagnent, parce que même s'ils sont sur des montants moins conséquents, ils gagnent en termes de volume et en termes de nouvelles clientèles, etc. Donc c'est win-win pour tout le monde. Et puis moi qui aime manger, c'est dans la continuité de ce que j'aime faire. Donc partager, impacter et puis avoir cet esprit de communauté, parce qu'il n'y a pas meilleur élément de rassemblement que la nourriture. Dis-moi Yasmine, oui. Quelles sont tes peurs? Mes peurs? On ne m'a jamais posé cette question. J'en ai pas. Ah oui. On m'a jamais répondu cette réponse. Non, je pense que j'en ai pas, hormis parce que j'ai failli dire que ce que je fais ne marche pas. Tu vois? Mais c'est pas ça. J'ai aussi pensé de ne pas avoir d'argent. Mais ce n'est pas ça. Donc je pense que j'en ai pas. Je suis très, 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 très croyante. Et il y a des doutes. Je suis humaine. Donc des fois, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que j'aurai tel ou tel sponsor? Est-ce que les gens vont sortir? Mais je fais ce que je dois faire ou quand je dois le faire. Je me laisse guider beaucoup par mon big boss là-haut, mais j'avance comme je peux. Du moins, je fais ce que moi je peux.
Et si ça ne marche pas, je sais que je serai allée au bout des choses. Et c'est ce que je me suis dit quand j'ai commencé le blog il y a 11 ans. Quand ça va me stresser ou quand j'aurais plus envie de le faire, j'arrêterai. Parce que je ne veux pas me mettre de pression. 11 ans plus tard, je suis encore là. Ah, je te souhaite aussi d'être là 11 ans plus tard, à d'autres niveaux, plus grands. Et comme on dit à Irao, upper echelon. Ok. Hey. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Yasmine, c'était une discussion hyper passionnante. Merci. J'ai appris énormément de choses et enfin, c'est assez drôle qu'on discute comme ça, sachant que c'est la première fois qu'on se rencontre. Mais j'espère que pour vous, comme pour moi, ça a été une discussion enrichissante. Je suis très fière du travail que tu as fait. Merci beaucoup. Et, merci. Comme tu l'avais dit au début, je crois, il y a un manque criard de contenu en Afrique francophone. Qualitatif. C'est ça, de contenu qualitatif en Afrique francophone. Et qu'il y ait des gens qui, comme toi, continuent de créer consistamment depuis 11 ans, c'est à saluer. Merci. C'est vraiment à saluer. Merci beaucoup. Je sais que si ça te saoule, tu vas avancer. Mais j'espère que la flamme restera. J'espère aussi. Et je pense qu'on est bien parti pour rester. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt dans Coulisses. Merci.